On boit, où on fume, où on se révolte comme ça, mais c'est quoi ce pays? Il serait content, notre freluquet, de vous voir là. Nous aussi, on serait contents de vous voir. C'est vrai? Tu ne verras pas. Il est occupé avec Dame Birogit, travailler de la trappe. Et il a beaucoup de travail avec elle. Pour ceux qui m'ont déjà vu, vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, le tambour du Roy que je suis a 2 salles, 2 ambiances. Je vous expliquerai après pourquoi. Pourquoi je n'ai pas pu enlever ma moustache. Simplement parce que dans quelques jours, je suis à Avignon avec un autre spectacle dans lequel je joue un autre personnage qui a besoin d'avoir quelques poils sous le nez. Voilà. En même temps, ça va, ça choque pas beaucoup. Si, ça fait très... Ça fait très quoi? Vous savez, ça fait partie de la normalité. Ne me l'excitez pas, vous allez me le casser. J'étais tambour du Roy, mais j'ai déserté. Je suis aujourd'hui tambour pour les chroniques de Julie d'Aiglemont, les chroniques de l'an de disgrâce 20, dont je vais vous lire quelques petits morceaux choisis. On va remonter pour cela à la fin de l'an de disgrâce 2019. On était entré dans les derniers jours de l'année, le 28e jour de décembre. Ce que l'on appelait naguère, dans les riantes années de la vieille République, la trêve des confiseurs. Mais en cette toute fin de l'an de disgrâce 2019, 3e du règne de sa piteuse lâcheté, il n'était point question de trêve. Les maudits engiletés, qu'on n'avait pas réussi à écrabouiller, même si les argousins et la maréchaussée y mettaient toute leur ardeur, se joignirent aux guildes de laborieux. Les rues de la capitale se remplirent de tout un peuple en rage qui réclamait du pain et le retrait de la maudite réforme des vieux jours, laquelle subissait, au fur et à mesure des revendications des différents corps de métier, des exceptions. On exemptait tous ceux qui, par leur colère, pouvaient nuire à la bonne marche du pays. Ceux qui pilotaient des aéroplanes, ceux qui les guidaient depuis le sol, et surtout ceux qui maniaient le bâton. Les autres seraient les dindons de la farce. Notre poudré baratineur ayant allégué qu'il fallait mettre fin aux régimes spéciaux, voilà qu'on créait à leur place des régimes spécifiques. Son implacable fermeté l'avait claironné depuis l'Afrique. Il n'y aurait point de trêve pour le gouvernement. Las, la marquise de la Bornée, dernièrement première chambellane, elle a vite déserté, l'avait donc, du coup, cette marquise, ça lui était passé au-dessus des oreilles. Et même si les maudits cheminots continuaient vaillamment leur grève sans trêve, elle se fit transporter en aéroplane avec toute sa maisonnée dans le royaume du Maroc, afin de se faire dorer la pilule qu'elle avait couleur endive pendant le reste de l'année. L'affaire fit grand bruit. Une partisane du duc de Vauquillet, élue à la chambre haute, vint prêter main forte à notre marquise. Elle pérora qu'il y avait beaucoup de riens et de riennes modestes qui prenaient un aéroplane pour se rendre à leur labeur. La fébrilité régnait effectivement en Start-up Nation. Sa grandeur en déroute n'écoutait plus personne et ne remerciait même plus ses fidèles, dont son fidèle rentemplant, le duc de Gaz-ta-Mère. À dire vrai, c'était l'inverse qui eût été étonnant. Un Roy, que dis-je, un empereur,
de la trempe de sa neigeuse altitude, n'avait pas à remercier ses laquais. Le château était devenu le palais des courants d'air. Notre poudreux pétochard, à son retour d'Afrique, n'avait pas supporté l'idée d'y revenir. Et il s'était fait transporter avec la reine consort du trognon, dame bireguite ravalée de la façade, dans sa chaumière de Brigançon. Ses conseillers y froissaient du papier brouillon. Il fallait préparer la traditionnelle allocution aux riens et aux riennes du 31 décembre. Sa morgueuse suffisance n'avait nulle envie de s'adresser à un peuple aussi vil, un peuple de gueux, d'alcooliques, d'illettrés, un peuple de réfractaires, qui ne méritait pas d'avoir un tel astre à sa tête. La colère était grande parmi le peuple. Les riens et les riennes comprenaient chaque jour davantage à quelle mauvaise sauce ils allaient être cuisinés, celle de la misère. Oh, les très riches n'en avaient cure. Monsieur Dupietrexki, le nouvel ordonnateur à la réforme des vieux jours, venait ainsi de refuser la clause de la pénibilité du labeur. Vous êtes fatigué? Changez de métier! Clérona, ce zélé serviteur de la caste des seigneurs. Non, il n'y avait point de trêve pour le mépris en start-up nation. On va avancer un tout petit peu au cours de l'an 20 pour se rendre au 14e jour de mars, si ma mémoire est bonne. Vous vous rappelez de ce jour, le 14e jour de mars de l'an de disgrâce 20? C'est là que... Ah oui, je vois que certains ont gardé bonne mémoire de ce qui s'est passé. C'est pas sur commande, mon chéri. Le 14e jour de mars de l'an de disgrâce 20, on décréta que toutes les échoppes seraient fermées et les attroupements de plus de 10 quidam prohibés. Mais le tournoi des bourgmestres aurait bien lieu. Ouais. Parce qu'il fallait bien les élire, c'est trop de balles. Et ce jour d'ailleurs resterait dans les annales. Les champions de la faction de la marche furent sévèrement défaits. Madame la marquise de la Buse, chambellane à la malportance, se classa à la 3e place dans les larmes et le repentir. Le dauphin du vieux duc de Colomb mordit la poussière dans la bonne ville de Lyon. À Massalia, monsieur du Verlan, ce vieux carabin dont la devise « voir grand, agir vite » avait été moqué après les tribulations du petit duc de Grivois. En voir gland, agir bite, reçut une déculottée. Il n'y eut que le duc du Havre pour se glisser sur l'estrade pour un second tour de piste. Ce vieux duc du Havre était atteint d'une sorte de gale ou de pelade. Sa barbe se mitait chaque jour davantage et l'on se demandait quand arriverait le jour où l'on verrait à travers lui. Notre suffisant despote annonça qu'il parlerait à ces mauvais sujets au lendemain soir du tournoi. Les très chers conseillers avaient ciselé chacun des mots qui assureraient le passage à la postérité, l'entrée définitive dans les livres de l'histoire. Dans leur chaumière, les riens et les riennes, plantés derrière leur lucarne magique, écoutaient abasourdis. « Nous sommes en guerre !» martelait son ubuesque emphase entre chaque annonce, de telle sorte qu'on ne comprit un traître mot aux mesures qui entreraient en vigueur dès le lendemain. Cette trouvaille d'user de l'anaphore avait été suggérée par l'ancien roi François le Scooter, dit le pédalo, que sa grande mascarade avait consulté. Il y eut quelques mauvaises envolées lyriques, telles cette « à mesure que les jours suivront les jours »,
destiné à troubler l'entendement des riens et des riennes sur la durée de ce qui les attendait et sur les moyens qui seraient mis en œuvre pour faire face. Jamais le mot confinement ne fut prononcé. Il fallut l'entrée en scène du grand caniche méchant de Sa Majesté, le duc de Gaz-ta-Mère, grand chambellan aux affaires domestiques, pour que les riens et les riennes comprissent enfin qu'ils étaient mis en quarantaine. La maréchaussée se déploierait dans tout le pays pour faire respecter l'ordre. Le grand caniche méchant aboya férocement. L'objectif n'est pas de sanctionner, mais s'il le faut, nous le ferons. Nul ne pourrait désormais circuler sans une accascation qu'il faudrait signer soi-même. Ah là 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 là. C'est un menu best-of là. Courant juin, Monseigneur le duc de Gaz-ta-Mère inventa une qualification, le soupçon avéré. Énorme, hein? Énorme. En juin de l'an de disgrâce 20, ou plutôt en juillet, le roi devait refaire son gouvernement. Vous vous en rappelez? Alors, pendant que dans l'antique cité de Massalia naissait une bonne mère, au château, le nouveau premier grand chambellan se pliait en 8 pour satisfaire tous les désirs de sa capricieuse petitesse. Le roi Nico les Casseroles avait assuré que ce baron de cache-sexe serait le plus fidèle et le plus zélé des serviteurs. On pouvait tout lui demander, il n'avait aucun état d'âme. Il n'avait d'ailleurs pas d'âme du tout. La composition du nouveau gouvernement allait être connue, le suspense était à son comble. Le roi avait exigé que son fidèle d'entre les fidèles, son cher Rentemplant, alias Monseigneur le duc de Gaz-ta-Mère, fils et mâle de l'hôtel Beauvau. Sa sèche ingratitude n'avait point encore décidé où l'on recaserait celui dont la tête ornait toutes les salles de repos des argousins criblées de fléchettes. Le duc de Gaz-ta-Mère remâchait sa bile, mais il se consolait en songeant que la marquise de la Belle Loupé, Belloubet, avait subi le même sort que lui. Aujourd'hui, on s'en est débarrassé. Ouais. Adieu donc, fille du plaisir, Monseigneur duc de Gaz-ta-Mère. Va donc gazer les tiens. Yes.